Et c'est parti à présent pour Enjeu patrimoine où nous allons décortiquer ensemble l'épargne salariale, intéressement, participation PEE ou PEI, sans parler de PER et de ses déclinaisons PER d'entreprise collective ou d'entreprise obligatoire. Autant de termes qui parlent peut-être à ceux d'entre vous qui travaillent dans de grands groupes, mais peut-être un petit peu moins à ceux qui travaillent dans des petites ou moyennes entreprises. Il y a donc un vrai besoin de pédagogie et on se propose de faire un focus sur l'épargne salariale aujourd'hui afin de vous expliquer concrètement ce à quoi vous avez le droit en tant que particulier et ce que vous pouvez mettre en place lorsque vous êtes une entreprise. Et pour cela, nous avons l'honneur de recevoir 2 des 3 ambassadeurs à l'intéressement et à la participation à qui le ministre de l'économie et des finances et la ministre du travail ont confié la tâche de promouvoir auprès des entreprises et des partenaires sociaux les dispositifs d'intéressement et de participation et d'identifier également de nouvelles sources de simplification et d'amélioration des dispositifs existants. Tout un programme. Bonjour messieurs. Bonjour Thibault Langsade, président directeur général de Jouve et bonjour François Perret, directeur général de Pacte PME. Alors cette mission dont j'ai donné les grandes lignes en introduction et que vous allez nous rappeler, elle a commencé en 2019. On peut peut-être rappeler quand même rapidement avec vous Thibault Langsade les grandes dates. Donc en 2019, cette mission vous est donnée par le ministre de l'économie et des finances et la ministre du travail. Et elle s'est soldée, cette mission, par la remise d'un rapport du coup qui indiquait les pistes d'amélioration pour faire en sorte que cette épargne salariale ne soit plus finalement le privilège des salariés dans les grands groupes, mais concerne tous les salariés de l'économie française, même si, évidemment, on y va par étapes, mais c'est l'idée derrière ? C'est l'idée derrière, c'est surtout l'idée d'amplifier les mesures de la loi Pacte. C'est la raison pour laquelle le ministre de l'économie, la ministre du Travail à l'époque, nomme des ambassadeurs pour porter cette parole auprès de la communauté entrepreneuriale, mais également auprès des partenaires sociaux, pour permettre d'amplifier les mesures de la loi Pacte. Les mesures de la loi Pacte, c'est de supprimer le forfait social attaché à l'intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés et de supprimer le forfait social pour la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés, plus des mesures de simplification. Le forfait social, on rappelle rapidement. Le forfait social était à peu près une contribution de 20% payée par l'entreprise, et donc c'était une charge. Cette charge a été supprimée qui permet, on va dire, de promouvoir plus facilement ces dispositifs et la mise en œuvre de ces dispositifs dans les entreprises. Pour ça, des ambassadeurs ont été nommés. Alors, il est vrai que l'actualité depuis 2019 était compliquée. Bien sûr. Oui. La communication sur la loi Pacte a été très perturbée par la grève des Gilets jaunes, la crise des Gilets jaunes. La grève sur les retraites a aussi focalisé les entreprises sur d'autres sujets. Et puis, la crise Covid, avec la violence économique qui est apparue pendant plusieurs mois, confinement et fait maintenant que le sujet de la reprise. sujet du partage de la valeur n'était pas la priorité au moment où on a confiné les entreprises et les collaborateurs. Voilà, donc aujourd'hui, il faut reprendre notre bâton de pèlerin, réexpliquer aux entrepreneurs les bienfaits de l'intéressement, de la participation, réexpliquer aux partenaires sociaux qu'ils peuvent avoir un rôle clé en facilitant, on va dire, la mise en place de ces dispositifs, puisque un accord d'intéressement nécessite un accord dans l'entreprise. Et pour les petites entreprises, ça peut être un peu compliqué. Donc, vous pouvez avoir des accords de branche qui permettent de s'appliquer de façon unilatérale. Mais pour avoir un accord de branche, il faut que les syndicats et le patronat de cette branche professionnelle négocient. Et c'est une des raisons pour laquelle nous avons été nommés pour inciter les partenaires sociaux à négocier et à faciliter la mise en place de ces dispositifs. Alors, si je simplifie, et vous me direz si je caricature, on enlève en fait une charge auprès des entreprises, ou en tout cas un impôt que les entreprises devaient payer, ce qui permet une meilleure redistribution sous forme de primes, donc d'intéressement, de participation. Et François Perret nous allez nous expliquer dans un instant exactement ce que ça veut dire pour une entreprise et pour un salarié. De redistribuer ça du coup à des salariés, charge à eux après de voir s'ils en font de l'épargne salariale ou s'ils touchent directement leurs primes. Et c'est un sujet qui, et on finit sur cette première question avec vous, Thibault Langsade, qui revient dans l'actualité pour le coup. Alors vous nous dites qu'effectivement il y a eu la crise des Gilets jaunes, la grève vis-à-vis des retraites, la crise sanitaire dont on n'est pas encore fini d'un point de vue sanitaire, mais on envisage pour le coup assez clairement la réouverture économique, même si elle ne se fait pas encore à des vitesses similaires dans tous les secteurs d'activité. Mais aujourd'hui il y a le sujet de la reprise, du retour à des niveaux d'avant-pandémie au premier trimestre 2022 et l'épargne salariale fait partie des moyens de financement de l'économie. On voit que des PER maintenant
peuvent être investis en économie réelle. Donc là, pour le coup, ça redevient un vrai sujet, l'épargne salariale. Ça redevient un vrai sujet. D'abord, vous voyez bien le sujet d'actualité qui est la revalorisation des salaires. Donc, l'épargne salariale, au travers des mécanismes d'intéressement et de participation, participe à un meilleur partage de la valeur. Donc, ce sont des sujets qui, au moment où l'économie reprend de façon dynamique, dans une grande majorité des secteurs, il y a encore des secteurs qui sont fortement pénalisés, ce sujet revient. Et puis, évidemment, il y a le sujet de l'épargne salariale qui permet de financer également l'économie. Donc, on est au cœur d'un dispositif qui permet aux salariés de pouvoir finalement partager le fruit de son travail, mais aussi de participer à la vie économique, soit de son entreprise, ce qui peut être le cas, soit de façon plus globale au financement de l'économie. Alors, François Perret, je me suis amusé en introduction à citer des acronymes, des noms comme ça, intéressement, participation, PEE, plan épargne entreprise, PEI, plan épargne interentreprise, et après, évidemment, PER ou autre. En fait, pour bien comprendre, la hiérarchie n'est pas la même. D'abord, il y a intéressement et participation, c'est ce qui est versé par l'entreprise. Et ensuite, il y a le choix qu'on décide de faire de ces sommes versées. Et là, on va décider de les intégrer dans un PE, PEI ou autre. Rapidement, est-ce qu'on peut rappeler un petit peu ces définitions? Intéressement, participation, concrètement, qu'est-ce que c'est pour une entreprise et pour le salarié? C'est important, évidemment, d'éviter la confusion. On se rend compte quand même qu'il y a encore beaucoup de méconnaissances, en effet, sur le sujet. Donc, beaucoup de pédagogie à faire. La bonne nouvelle, quand même, c'est qu'une enquête Epsen d'avant-hier montre qu'il y a quand même 84% des travailleurs français qui disent savoir ce qu'est l'épargne salariale. Bon, en réalité, quand on rentre un peu dans le détail, plus exactement, c'est mais plus voilà. compliqué. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la philosophie générale, c'est effectivement l'association des salariés aux résultats de l'entreprise. Après, si on rentre dans le détail, c'est vrai que la participation, qui est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés, correspond à la redistribution des bénéfices. Donc ça veut dire que la participation est assise sur une logique de résultat financier. Alors, je précise, excusez-moi, il y a un chiffre d'affaires, c'est donc ce que l'entreprise vend. Ensuite, on enlève les charges, les salaires, les impôts. On se retrouve avec des bénéfices, donc un surplus de cash par rapport à l'activité de l'entreprise. Et là, l'idée, c'est d'en redistribuer une partie aux salariés. C'est ça. On considère que les salariés sont évidemment des contributeurs directs du résultat de l'entreprise et que donc, au-delà de ce qu'on remet dans l'entreprise, au-delà de ce qu'on réinvestit, au-delà de ce qu'on met du côté des actionnaires, les salariés doivent effectivement être récompensés aussi pour leur contribution au résultat de l'entreprise. Donc ça, c'est une logique extrêmement importante, mais assise sur une dimension exclusivement financière. L'intéressement a un périmètre beaucoup plus vaste, puisqu'il vous est possible effectivement d'intéresser, c'est le cas de le dire, les salariés à une logique de résultat stratégique, une logique de résultat social, une logique de résultat environnemental. C'est-à-dire que l'idée de l'intéressement, c'est que vous pouvez définir avec vos salariés des indicateurs, les suivre dans le temps, et si effectivement les résultats sont obtenus, eh bien effectivement vous pouvez là aussi redistribuer une certaine somme d'argent, sachant que vous l'avez bien dit en introduction, soit il y a la possibilité de versement direct, et donc là à ce moment-là on peut dire que l'intéressement et la participation sont un facteur de stimulation du pouvoir d'achat. Donc ça veut dire qu'on me verse 100, je récupère 100 directement sur mon bulletin de salaire à une date donnée, Absolument. 100 supplémentaires par rapport à mon salaire. Absolument. Et vous avez une autre possibilité qui est effectivement de placer cette somme sur un plan d'épargne entreprise ou un plan d'épargne inter-entreprise. Et là, en revanche, vous devez effectivement laisser cette somme pendant un certain nombre d'années pour ne pas être pénalisé, sachant que le législateur a prévu quand même un certain nombre de cas qui justifient d'aller taper directement dans le plan pour pouvoir effectivement utiliser cet argent parce que, par exemple, on a prévu de faire des travaux, parce que, par exemple, on a un incident de vie, achat de résidence principale. Les grands moments de vie, finalement, qu'on retrouve effectivement dans l'épargne de manière classique et quand on a son épargne bloquée. Ça, c'est PEE ou PEI, c'est ça, donc plan épargne entreprise ou plan épargne inter-entreprise. Mais il va où concrètement cet argent, du coup? Alors après, effectivement, comme le rappelait tout à l'heure Thibault, effectivement, cette épargne contribue à financer l'économie française. Alors on sait que les Français sont quand même à la fois des amateurs d'épargne et des amateurs d'épargne de produits réglementés. Donc il y a une grosse partie effectivement de cette épargne qui va effectivement alimenter les fonds d'assurance vie, les différents types d'épargne qui sont bien connus des Français qui ont quand même une certaine aversion au risque.
Et il y a évidemment la possibilité, et c'est ça qui est aussi de plus en plus encouragé par les législateurs, de s'orienter aussi vers une épargne un petit peu plus risquée qui va financer les entreprises de toute taille, y compris les PME, les startups. Alors ça, c'est pour l'épargne salariale, donc du coup, donc dans un PE ou PEI. Et le PER, du coup, si je veux financer ma retraite, c'est le même fonctionnement, simplement c'est une troisième possibilité? Oui, alors c'est vrai que la loi Pacte, effectivement, a distingué entre effectivement les plans d'épargne retraite, les plans d'épargne salariaux. Il faut bien comprendre que finalement, la logique dans les deux cas, c'est de préparer son avenir personnel. On voit bien quand même en plein débat sur les retraites que il faut quand même y préparer les Français. La répartition, le système de répartition ne suffira pas. Aussi conscient de ce que c'est que l'épargne salariale aujourd'hui, c'est parce qu'on parle de retraite depuis plusieurs années et qu'on commence à prendre conscience qu'il va falloir la financer en partie nous-mêmes. Mais il faut bien comprendre aussi que l'épargne salariale, elle répond aussi à d'autres objectifs. Préparer son avenir, c'est une chose. Fédérer les équipes autour d'un projet, je crois que c'est extrêmement important. Et puis enfin, on a aujourd'hui, si on insiste sur les motivations de l'épargne salariale, on a les difficultés de recrutement que connaissent les PME dans un certain nombre de filières. Dans ce contexte-là, si vous mettez en place un dispositif d'épargne salariale, vous avez là un instrument de différenciation que n'affichent pas forcément toutes les entreprises, et vous pouvez faire valoir cela auprès de futurs salariés et fidéliser vos talents. Alors, pour bien comprendre, ça c'est côté entreprise, mais côté particulier, quel intérêt j'ai, moi, si on me verse 100 € de plus sur mon bulletin de salaire, à investir ça dans un PE ou PEI? Peut-être. En fait, il faut bien comprendre deux choses. C'est d'abord, l'intéressement, c'est du salaire. Bien sûr. Philosophiquement, c'est du salaire. Ce sont des objectifs que fixent les entreprises. Et à partir de ce moment-là, si ces objectifs sont atteints, c'est du salaire. Même si c'est défiscalisé et les contributions patronales et sociales sont neutralisées à partir du moment où il est positionné. Rien ne vous empêche de le toucher directement si vous ne voulez pas. En revanche, ce sera soumis à la fiscalité de l'impôt sur le revenu, comme un salaire. La participation, philosophiquement, c'est un dividende salarié. C'est vraiment le partage de la valeur. Alors je vais rappeler la formule barbare de la participation qui permet de calculer le montant. C'est le bénéfice net comptable, moins 5% des capitaux propres, fois 1,5, multiplié par la masse salariale divisé par la valeur ajoutée. Alors là, effectivement, on a perdu tout le monde. Voilà, c'est bon. On peut recommencer. Si je veux simplifier, mais c'est pas tout à fait exact, c'est un pourcentage du résultat net comptable. Mais ça veut dire qu'une fois qu'on a payé les salaires, une fois qu'on a payé les amortissements, une fois qu'on a payé, on va dire, les impôts, c'est ce que le chef d'entreprise peut se prendre en dividende. Il y a une partie qui retourne pour les salariés. Et ça, c'est vraiment du partage de la valeur. C'est la création de valeur. Bon. Et ça répond au même mécanisme. Soit vous le mettez sur votre plan d'épargne, et à partir de ce moment-là, c'est bloqué pendant 5 ans avec des aléas de la vie qui vous permettent de le débloquer. Mais alors, elle est là, ma question, c'est... Donc du coup, là, en fait, on communique sur cette contrainte qui est mon épargne est bloquée, mais quel est l'avantage que moi, du coup, j'ai, au lieu de toucher mes 100 €, les bloquer sur un plan? L'avantage, c'est que si vous le bloquez... C'est qu'il y a une rémunération qui est derrière? L'avantage, si vous le bloquez, c'est que, d'abord, elle n'est pas fiscalisée. D'accord. Ah, donc elle est défiscalisée. Elle n'est pas défiscalisée, elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu, et puis elle n'est pas soumise aux contributions patronales et sociales liées à un salaire. Donc 100 égale 100. À partir de ce moment-là, vous le positionnez sur un PERCO, un PEI, un FCPI, et à partir de ce moment-là, vous prenez un risque d'épargnant. Alors vous avez des paniers qui sont plus ou moins risqués, qui vous permettent de pouvoir espérer une progression. Et donc ce sont des épargnes longues, c'est la raison pour laquelle c'est bloqué 5 ans, qui permet après aux compagnies d'assurance, aux banques, de pouvoir investir dans des PME dont on sait que les cycles sont beaucoup plus longs. Il peut y avoir des paniers de valeurs mobilières sur valeur courte et qui vous permet de faire en sorte que cette épargne puisse progresser de façon assez sécurisée, mais qui n'est pas soumis à la pression fiscale ou aux contributions sociales et patronales. Donc c'est vertueux parce que vous mettez en quelque sorte un capital dont vous espérez le faire progresser. Ça, c'est aux organismes financiers de le faire. Et puis, bien évidemment, ils participent au financement de l'économie. C'est ça. Là, on parle du dispositif, effectivement. Donc après, ça ne veut pas dire que si je mets 100, on peut s'engager sur un montant futur, mais on va l'investir sur des produits, donc assurance vie, fonds ou autres.
Dans les grands groupes, c'est assez simple, François Perret, on a des partenaires sociaux identifiés, on discute avec eux, on met en place ces systèmes. Dans les petites et moyennes entreprises, là on imagine que c'est beaucoup plus complexe. Alors il y a une loi en début d'année qui est la loi ASAP qui a voulu effectivement, alors on ne va pas revenir sur le détail parce que là on risque de perdre pas mal de monde, mais effectivement qui a voulu simplifier encore la mise en place de ces dispositifs et notamment la discussion entre les chefs d'entreprise, enfin les dirigeants et les partenaires sociaux. Concrètement, comment est-ce qu'on peut faire si on veut mettre ça en place aujourd'hui ? Alors c'est vrai que d'abord c'est une question importante parce que c'est vrai qu'en premier lieu les gens pensent que cette affaire d'épargne salariale ça concerne surtout les grands groupes et les ETI. Alors c'est encore très vrai dans les chiffres, puisqu'il y a 86% des entreprises de plus de 1000 salariés qui sont couvertes par un accord d'intéressement ou de participation, alors qu'il y a à peu près 13% des entreprises de moins de 10 salariés. Alors en effet, il faut savoir que l'épargne salariale alimente très fortement le dialogue social. C'est évidemment un outil privilégié du dialogue social. En revanche, c'est vrai que la question pourrait se poser de savoir ce qui peut se passer en cas d'échec du dialogue social. Effectivement, le législateur... On envisage un échec de dialogue alors que justement on parle de redistribution de bénéfices. Ça peut paraître extrêmement paradoxal, mais je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'il y a quand même dans ce pays aussi des forces sociales qui se méfient aussi des effets de substitution présumés entre le salaire et l'épargne salariale. Certains pensent que si j'augmente l'épargne salariale, c'est peut-être parce que je ne vais pas augmenter les salaires de l'autre côté. Voilà. Quant à la défiscalisation, elle est également perçue parfois comme un moyen de détournement du financement de la sécurité sociale. Donc, et sur ces deux sujets-là, du coup, vous vous montrez plutôt rassurant nous, notre réponse, elle est quand même extrêmement claire. En fait, les effets de substitution entre le salaire et l'épargne salariale jouent à la marge. Je vous donne pour preuve le fait que c'est environ 2660 € qui sont distribués sous forme d'épargne salariale en moyenne pour les 9 millions de Français qui en touchent. Cela veut dire que ça représente plus qu'un 13e mois, donc c'est extrêmement important. Et le législateur, pour répondre à votre question précisément, effectivement prévu, et un décret du 27 août est donc sorti, pour expliquer qu'effectivement, en cas d'échec de la négociation avec le délégué syndical ou avec le comité social et économique, il est possible de prendre pour l'employeur ce qu'on appelle une décision unilatérale, c'est-à-dire d'aller vers effectivement un dispositif d'épargne salariale. On a un peu cette vision-là aussi de notre côté, qui est de dire que en quoi les salariés prendraient véritablement un risque de toucher plus d'argent. On pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup François Perret, directeur général de Pacte PME, et Thibault Langsade, président directeur général de Jouve. Je rappelle que vous êtes venu sur ce plateau en tant qu'ambassadeur à l'intéressement et à la participation. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine.